Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toi qui va écouter cet épisode de podcast. Alors c'est la Audrey du montage qui te parle là. C'est-à-dire qu'on a déjà enregistré l'épisode que tu vas écouter et dès le début de cet enregistrement, on avait dit qu'on le ferait, ça sortirait en 2 parties. C'est-à-dire qu'on a enregistré dans la continuité, mais on va en faire 2 épisodes. La raison est assez simple et pour autant forte, très très forte. C'est qu'en fait, le sujet de cette série de 2 épisodes, c'est comment est-ce qu'on accompagne son cheval jusqu'à la fin de sa vie et comment est-ce qu'on continue la vie après le décès de son cheval. Donc du coup, je te spoil direct. Dans cette première partie d'épisode, on va parler de décès. On va parler de décès de cheval, on va parler d'accompagner son cheval jusqu'à la fin de sa vie. C'est un sujet qui est pas confortable pour tout le monde et c'est totalement ok. C'est vraiment totalement ok. Et du coup, c'est pour ça que je voulais te faire cette petite intro pour 2 choses. La première, si tu n'écoutes pas cet épisode, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Tu pourras totalement écouter la deuxième partie de l'enregistrement qui sortira la semaine prochaine. Et la deuxième raison, c'est que si t'es comme moi sensible, on va dire, si t'es sensible, n'écoute pas cet épisode en voiture. Voilà. N'écoute pas cet épisode en voiture ou n'écoute pas... écoute seulement la première partie. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir écouter 40 minutes à peu près tranquilles qui sont pas brutales, on va dire. Par contre, après, non. Mets-toi dans un endroit où c'est sécuritaire pour toi de pleurer, potentiellement. Où c'est sécuritaire pour toi de vivre tes émotions aussi. Voilà. C'était le petit disclaimer. Et je voulais encore une fois remercier, mais vraiment du fond du cœur, Émilie qui a accepté cet enregistrement. Émilie, si tu réécoutes cet épisode, je ne pensais vraiment pas que tu accepterais de me parler de Java et que tu accepterais de parler de tout ce que tu as vécu avec Java jusqu'à la fin. Donc, merci 1000 fois. Je sais que cet épisode est dur, mais il est très très bénéfique. En tout cas, pour moi, il a été très bénéfique de réfléchir à comment ça se passerait à la fin. Donc, encore une fois, 1000 merci Émilie pour cet épisode. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute parce que vous allez voir que c'est une histoire terriblement touchante, forcément. Vous l'entendez peut-être déjà à ma voix. Donc, je vous laisse écouter l'histoire d'Émilie au sujet de sa jument. Et je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la fin de cet épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui, je vous l'annonce déjà, sera en 2 parties. Donc bienvenue sur cette mini-série d'épisodes de podcast où j'ai le plaisir de recevoir Émilie de Alza Northmind qui va nous parler de ses 2 juments en fait. Donc bonjour Émilie. Salut. Je suis ravie de t'avoir sur cet épisode de podcast. J'étais intervenue une fois pendant un calendrier de l'Avent que j'avais fait et je te reçois aujourd'hui pour parler en fait de tes 2 juments, de la première jument Java et Isia, et de comment se passe la transition d'un cheval à un autre, on va dire.
Ouais, Voilà. c'est ça. Si, Alors, si, est-ce que oui. tu peux commencer par te présenter ce que tu fais, et du coup nous parler de Java? Alors, je m'appelle Émilie, du coup, j'ai 31 ans. Je suis comportementaliste équin. Je suis formatrice aussi au sein de l'organisme Humanimalis qui forme du coup les futurs comportementalistes équins. Je suis aussi actuellement gérante d'une écurie de 20 chevaux de propriétaires en Limousin. Et du coup, je partage sur les réseaux depuis un petit moment maintenant, surtout sur Insta avec le pseudo alzane.horsemind. Du coup, si je devais parler de Java, ben en fait, c'est grâce à Java que j'en suis là dans ma vie. Parce que Java, en fait, c'était ma ponette. Alors pourquoi je dis ponette? C'est parce que vraiment, c'était une ponette, elle faisait 1m40. Ça, on me l'a beaucoup fait remarquer quand j'étais jeune. Parce que pour savoir, moi, je fais 1m60. Ouais, puis moi, je fais 1m75. Donc autant te dire que, Ouais. voilà, la différence était flagrante. On va commencer du coup par le début. Comment t'as rencontré Java? À quel âge vous aviez? Enfin, comment s'est passée la rencontre avec Java? Alors, la rencontre avec Java, c'était drôle parce qu'à l'époque, ben, je montais en centre équestre et j'avais juste commencé à monter, on va dire, parce que j'ai commencé à monter à cheval tard, vers 12 ans. Donc, pour la communauté équestre, c'est Bah moi tard. c'était pareil, c'était 13-14 je crois, donc oui, c'est tard. Ouais, tu vois, on fait partie tu vois, des tardifs. Et du coup, en fait, bah, dans mon club, on manquait de double poney, on va dire. Tu sais, les poneys qui font un peu la transition, en fait, entre poney et cheval. Et du coup, bah, en fait, il y a un camion qui est arrivé avec genre 4 ou 5 double poneys qui, qui sortaient pour nous d'on ne sait où. Hein. Honnêtement, ça venait, je pense, d'un marchand de chevaux quelconque. Voilà, il y avait un besoin de tant de poneys de telle taille. Voilà, ça débarque comme ça. Oui, puis à 12 ans, t'as pas demandé d'où c'est qui venait. Non, T'es contente, il y a des poneys qui arrivent, c'est trop bien. c'est ça. Et du coup, bah, Java faisait partie de ces doubles poneys. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que ma mère montait à cheval avec moi à l'époque et ma mère avait commencé à monter à cheval vers ses 40 ans, un truc comme ça. Et c'est ma mère qui a monté Java la première. Et Java n'a même pas réussi à faire 30 minutes de cours. Elle était au bout de sa vie, la pauvre ponette. Forcément, on savait pas ce qu'elle avait fait avant, etc. Donc, a priori, une remise en route ou quelque chose comme ça, puisque la jument, au bout de 30 minutes, elle était fatiguée, elle en pouvait plus. Et du Elle coup, avait quel âge au moment-là, du coup? ben c'est pareil, on savait pas trop parce que je pense a priori qu'il y avait pas trop de papier, tu vois, c'était un peu le truc. Ça c'est vraiment un peu le truc bric-broc, hein, on va pas se mentir, c'est à l'ancienne. Hein. Oui, oui, et puis il y a 20 ans, c'était le moment où on commençait à être obligé d'identifier les chevaux. C'est ça. Donc là, tu vois, c'était vraiment une estimation, on l'estimait 6-8 ans. On verra plus tard qu'a priori elle était plus âgée que ça en fait. Mhm. Et du coup, en fait, second cours, c'est moi qui ai monté Java. Et Java s'est révélé être une fusée. Mais quand je te dis une fusée, c'est que franchement, j'ai fait de la moto tout le cours. C'est-à-dire de la moto, parce qu'en fait, elle se penchait comme ça dans les virages. Donc j'avais limite le genou qui touchait par terre. Enfin, elle était inarrêtable. C'était un peu n'importe quoi. Mais du coup, on s'est dit, bon, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ok. Un poney qu'on croyait surexcité, voilà, comme à l'époque, j'avais pas les connaissances de maintenant. À l'époque, c'était oh là là, elle est folle de joie, elle est à fond la caisse, on n'arrive pas à Elle l'arrêter, a trop du cool. jus. Voilà. Et quand on est jeune, on est un peu, voilà, sans limite ou quoi, donc on se dit ah trop bien, elle est trop géniale. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu ma ponette préférée. Et j'ai commencé à avoir Java tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Oui, tous les samedis, t'allais au centre équestre, tous les samedis, t'avais C'était un ça. cours, et tous les samedis, c'était avec Java, quoi. Enfin, tous les samedis, puis après toutes les vacances, parce qu'en fait, j'habite à 10 minutes du centre équestre, donc autant te dire que j'y passais ma vie entière. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, je faisais tous les stages, tous les machins, et puis forcément, j'avais toujours envie d'avoir Java, ou je râlais pour avoir Java, parce que c'était Java, quoi. Java, Java, Java. Et du coup, en fait, après, les gérants du centre équestre, en fait, ont fait faillite, et en gros, tous les chevaux se sont retrouvés en vente. Et à ce moment-là, bon, moi, il faut savoir que je viens pas d'un milieu riche, hein, je ne suis pas ma mère et moi, on vivait toutes les deux, on n'était pas riches du tout et tout, mais en fait, on avait récupéré un petit héritage de ma grand-mère et en fait, ma mère a tout fait, a bataillé pour m'acheter Java en fait, donc c'était un peu, tu vois, le Graal quoi.
Donc je me suis retrouvée à 14-15 ans avec Java, qui était vraiment l'amour de ma vie. J'étais folle d'elle, malgré qu'on ait essayé de me convaincre de ne pas l'acheter, puisqu'on n'arrêtait pas de me dire que j'étais trop grande, qu'elle était trop petite, que ça faisait ridicule, que voilà, ça j'ai entendu toute mon adolescence. Oui, parce qu'à 14-15 ans, t'avais déjà relativement fini ta poussée de croissance, quoi. Enfin, Oui, puis bon, t'avais déjà bien entamé ta poussée de croissance, quoi. oui, puis comment te dire que je faisais 1m75, mais je faisais 40 kilos, en fait. J'étais Oui, donc, voilà. j'étais une Mais bon, tige. Voilà. oui, bah, enfin, moi, c'était pareil, hein. Je veux dire, à 14 ans, oui, je faisais le mètre 70 et 40 kilos, quoi. Voilà, t'es le cavalier qu'on peut foutre n'importe où parce que c'est bien, parce que sur les poneys, bon, t'es pas lourde, et sur les chevaux, t'as les jambes quand même qui dépassent de la selle, donc c'est pratique, tu vois. Voilà. Donc, euh, donc je me suis retrouvée, parce qu'en fait, on me proposait un autre cheval et elle, et moi, en fait, je comprenais pas pourquoi les gens ne voulaient pas saisir que moi, je voulais Java. Voilà. Hmm. Moi, j'aimais ce poney, j'aimais son caractère, j'aimais que cette jument, quoi. C'est Java que je voulais pas un cheval pour faire du concours, je voulais Java. Donc, du coup, c'était un peu l'obsession, tu vois. Et t'as eu Java. Ah, j'ai eu Java. Tu J'ai eu l'as eu. Java. Et du coup, bah, à partir de là, bah, juste après, en fait, il y a les nouveaux gérants qui sont arrivés et qui, en fait, m'ont fait découvrir bah, l'éthologie et le travail à pied. Enfin, ce qu'on appelait équitation Mhm. éthologique, parce que je sais que les puristes, là, attention. Voilà. Donc, du coup, en fait, c'était Java et toi, vous êtes restés dans le même centre équestre, Ouais, mais la gérance a changé. Ok. exactement. Et à l'époque, faut bien se dire de ça, j'ai 31 ans, donc à l'époque, quand j'avais 15 ans, l'équitation éthologique, ça venait de débarquer en France, quoi. C'était hyper Oui, encore... oui. Enfin, c'était vraiment une minorité, quoi. Donc, d'un côté, c'était quand même une chance qu'on ait ça dans notre région, tu vois, perdu au milieu de nulle part. Tu t'en es pas rendu compte au début, Non, mais en non, fin de non, compte, voilà, tu t'es pas rendu compte, c'était juste, bah, toi, c'était le centre équestre, comme dit, à 10 minutes de la maison. c'est C'est ça, pratique, Java, elle y reste. c'est ça. Et du coup, bah, avec Java, j'avais toujours ces mêmes problèmes hein, on va dire, elle chauffait constamment. Elle était hyper, je pense maintenant, de mon point de vue, angoissée par plein de choses. Et en fait, elle était hyper nerveuse. Elle était tout le temps sur le fil. Alors, par contre, elle donnait pas de coups de cul. Tu vois, il y avait pas de ce genre de défense. Par contre, elle était dans la fuite constante, quoi. Elle partait au galop. Je pouvais faire 10 minutes, 15 minutes de galop dans la carrière sans m'arrêter, sans avoir le frein, ni la direction. Alors, il se passait rien d'autre. Mais par contre, je me faisais embarquer dans la carrière pendant 10 minutes, quoi. Donc, autant te dire que, voilà. Et par contre, j'ai jamais eu, par exemple, de mordure ou quoi. J'ai toujours été en filet simple avec un mort simple. Mais voilà, je me faisais juste embarquer comme une noude. Ça a sûrement dû changer si tu as eu des gérants qui étaient en équitation éthologique. Est-ce qu'ils t'ont amené à redébourrer, on va dire, Java? Est-ce qu'ils t'ont amené à retravailler Java Alors, on, correctement, entre guillemets? Alors, en fait, c'est très drôle parce que la première fois qu'il est arrivé, le gars m'a dit bah, tu vas monter en licol. Je l'ai regardé, je fais bah non. Il m'a fait bah si. Je l'ai regardé, je fais bah non. En fait, j'ai pas eu le choix, je suis montée en Mais licol. non, moi je me fais déjà Bah, c'est ça, embarquer. pour moi, j'étais là, bah non, je me fais déjà traîner comme pas possible pendant 10 minutes dans la carrière, je vais pas mettre un licol, je suis pas, tu vois, j'ai pas envie de me suicider, en fait, non merci. Et en fait, en mettant un licol, bah, c'était beaucoup moins, enfin, Java était beaucoup plus calme, déjà. Ah ouais. Ouais, très Oui, donc surprenant. il y avait peut-être Je pense qu'il y a ouais, il y avait peut-être des douleurs ou il y avait peut-être une très mauvaise habitation nord ou Je ouais. pense qu'elle avait jamais vu le dentiste et puis moi ben, j'avais 14 ans et puis à l'époque le dentiste c'était tous les ans non. Franchement c'était très comme ça et encore et euh, Mhm. et je pense oui clairement qu'il y avait soit une douleur au niveau des dents soit le mort en fait je pense que en fait au fur et à mesure on s'est rendu compte que a priori elle venait en fait d'un pré que c'est-à-dire ils avaient pris des chevaux dans un pré et en fait on savait même pas si elle avait été débourrée en fait. Donc ça se trouve lui a mis une selle, un filet sur le dos, mais ça se trouve, elle en avait jamais vu de sa vie, quoi. Donc, tu vois, Oui, si ça se trouve, la fois où ta maman l'a montée pour la première fois, c'était peut-être la première fois où elle avait été montée de sa vie. Voilà, exactement. On saura jamais Donc, exactement, mais mais en tout cas, t'étais sur une jument avec peu, voire pas du tout d'éducation, en fait, exactement. quand Mais tu j'en l'as avais pas acheté. conscience du tout. Moi, pour moi, tu sais, c'était, bon, non, normal, quoi. Je veux dire, bon, mon cheval me bousculait un peu, tu vois, ou tu vois, un peu, Hmm. mais normal. En fait, tu vois, je voyais ça comme normal. Après, après, en fait, au début,
je vais pas mentir, je détestais le travail à pied. Parce qu'en fait, ça me gonflait absolument. C'était horrible, ça me gonflait. Et pousse les hanches, et pousse les épaules, et machin. Ça m'ennuyait à mourir, en fait, c'était horrible. Et, euh, et du coup, en fait, c'est les dimanches où je venais travailler ma ponette, parce que j'y étais tout le temps fourrée. Et en fait, il y a un gars, un cavalier, mais qui était beaucoup plus, enfin, qui avait peut-être 10 ans d'écart avec moi, un truc comme ça. Et lui, il travaillait son cheval en liberté, il faisait plein de trucs et tout. Et moi, j'étais un peu en mode, waouh, cool et tout. Et il me dit, mais tu sais, dans le travail à pied, tu fais ce que tu veux, en fait. Il n'y a pas genre de limite, c'est ton imagination, mais t'es pas obligé de suivre comme ça, à faire les trucs, tu vois, hyper répétitifs, ou si ça t'ennuie, fais autre chose. Et alors là, ça a été un déclic total pour moi. Et vraiment, j'ai commencé à travailler Java en mode, bah, tu sais, je regardais à l'époque, je me rappelle, je regardais Andy Booth, forcément. C'était un peu la référence, l'unique, on va dire, référence à cette époque-là, qui vraiment. Et puis nous, il venait dans notre centre équestre donner des stages, mais alors qu'il venait juste de partir d'Australie à peu près, tu vois. Enfin, c'était encore vraiment, c'était pas du tout le même Andy Booth que maintenant. Et, euh, et je suivais Pauline Beuls, tu vois, etc. Donc c'était ça un petit peu, tu vois, ce que je voyais comme modèle. Et du coup, je me suis lancée. Et en fait, Java était un prof et une acolyte de fou, quoi. Parce qu'elle s'est prise au jeu, mais de fou. Et on a commencé à faire, à progresser, mais d'un coup, quoi, en fait. Ouais, le moment où tu t'es dit, bah non, en fait, je suis pas obligée de faire des désengagements des postérieurs toutes les Ouais, 5 minutes. exactement. Où je me suis dit, oh, mais en fait, je peux faire ce que je veux. Et maintenant, en plus, c'est mon cheval, donc je peux m'amuser à faire ce que je veux avec. Ouais, oh, mais trop bien. Du coup, ça m'a vraiment, ouais, ça a ouvert l'esprit d'un coup en me disant, ah, mais ouais, pourquoi je me mets des limites en fait? J'ai pas envie de faire ça de manière scolaire parce que moi, mon but, c'était juste m'amuser avec mon poney en fait. Oui, toi, c'était juste de t'amuser avec ton poney et ce que tu as pu faire, quoi. Ouais, Et du coup, parce qu'après, maintenant, tu l'as dit au début, tu es quand même comportementaliste équin, en lien avec Java. ouais, en lien avec Java. Pourquoi, pourquoi et comment c'est en lien avec Java? Alors, on fait un énorme bond dans le temps parce que du coup, là, on arrive vers 2019-2020, je crois, quelque chose comme ça. J'ai une très mauvaise D'accord. notion du temps, hein, je te préviens. Du coup, c'est à peu près par grosse période de tranche parce que sinon, j'arrive pas à me repérer. Mais en fait, Oui, donc là, on fait un bond d'une dizaine d'années, quoi. ouais, facile. Donc, faut savoir, entre-temps, avec Java, j'ai fait, tu vois, j'ai fait les championnats de France d'équiphilie, j'ai fait, enfin, elle m'a amené même jusqu'au podium, parce qu'on a fait médaille d'or sur la dernière année de notre participation. On a fait des tas de démonstrations. J'ai même fait des premières parties de démos d'Andy Booth à Pompadour. On a fait, enfin, voilà, elle m'a fait vivre mais un milliard de trucs, en fait. En lien avec l'équitation éthologique. Ouais, 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 ouais. Ouais, le travail à Ouais. pied, les taux, enfin voilà, enfin vraiment, j'ai vécu plein de choses, d'événements et tout que j'aurais jamais potentiellement pensé vivre et tout, donc ça a été incroyable quand même. Bah surtout pour quelqu'un de jeune, tu vois, 15 16 ans, enfin waouh, c'est fou quoi. Et du coup, bon après la vie d'adulte s'installe, tu fais autre chose, tu fais tes études, etc. Mais j'avais toujours Java et je m'occupais toujours de Java et pendant un temps, elle a été chez des amis en fait parce que j'ai déménagé à Clermont-Ferrand, mais je voulais pas lui imposer de déménagement, etc. Donc je l'ai laissée chez des amis tranquille, à vivre sa petite vie pépère. Il y avait les enfants qui s'occupaient d'elle et tout. Moi, je venais la voir tout le temps, enfin quand je pouvais et tout. Donc c'était cool, tu vois. Puis ma mère venait la voir tous les jours. Best life pour un cheval, Oui, tu vois. oui. Et du coup, bah, Surtout pour une jument qui, là, arrive vers ses 25 ans, quoi. ouais, c'est ça, tu vois, où t'as pas envie de lui imposer quoi que ce soit, à part aller se promener, faire des broutings, wouh, tu vois, vie tranquille. Oui, parce que du coup, tu t'es quand même rendu compte que Java était plus âgé que ça. Et que Java Oui, avait en fait à peu près ton âge, quoi. c'est ça. Ben, c'est un dentiste après qui me l'a dit, il m'a dit, non, mais là, à mon avis, elle a pas juste 20 ans, hein, elle a bien un peu plus 25 et tout. Donc, du coup, bon, tu te déconfies un peu parce que tu dis, je viens de perdre 5 ans, c'est comme si je venais de perdre 5 ans avec mon cheval, tu vois, c'est très bizarre. Mais par contre, Java avait toujours une patate, laisse tomber, elle a toujours eu une patate de fou. Ça a toujours été sa marque de fabrique. Et en fait, donc du coup, j'étais à Clermont et je suis revenue dans la région, en fait, enfin, dans ma région d'origine. Et j'ai acheté une maison pas très loin de mon ancien centre équestre, on va dire. Donc Mhm. je me suis dit, bah,
j'ai envie de remettre un peu de remonter à cheval et du moins d'avoir Java dans une pension, d'avoir des infrastructures pour pouvoir Oui. retravailler tranquillou parce que moi Java ça a toujours été retraite entre guillemets active. Tu vois, elle a toujours fait soit des balades, soit enfin voilà, j'aimais bien qu'elle reste Bah, comme stimulée. dit, du travail à pied. Voilà, pour moi, fallait qu'elle reste stimulée même intellectuellement, émotionnellement et tout pour son bien-être en fait, tout simplement parce que je trouve qu'on a trop tendance à laisser vieillir les chevaux un peu et à se dire hop là, au revoir, merci. Mais non, en fait, moi, Ouais. ouais, tu vois, pour le physique, pour le psychique et tout, pour moi, c'est hyper important, en fait, je trouve. Surtout quand c'est des chevaux qui ont toujours eu des interactions avec l'homme. Donc, pour moi, c'était important. Et du coup, bah, je me suis dit, bah tiens, je vais retourner dans mon ancien centre équestre. Enfin, je connais le fonctionnement, Mhm. machin. Et en fait, il s'avère que le gérant que j'avais toujours eu bah, partait en retraite. Donc je me suis retrouvée encore dans le même centre équestre, mais encore avec un turnover au niveau des gérants. Avec une troisième gérance, quoi. Exactement. Je mets ma jument en, je sais plus, octobre, un truc comme ça. Un truc dans le genre. Début d'hiver, quoi, on va dire. On arrivait fin d'automne, début Mhm. d'hiver. Et là, je vois ma jument faire un glow down, on peut dire, de l'espace. C'est-à-dire, elle a perdu environ 150-200 kilos en 3 mois. Donc, Pour une jument d'1,40 m. ouais, voilà. Puis une jument, bon, un poney, quoi. C'est-à-dire pour un petit tonneau d'1,40 m qui, tu sais, voyait un caillou et arrivait à grossir. Tu vois ton cheval Ouais. maigrir d'un coup comme ça, tu te dis, wow. Alors du coup, au début, je me suis dit, bon, est-ce que c'est la vieillesse qui la rattrape d'un coup? Est-ce que, voilà, donc bon, j'ai essayé de donner, d'apporter plus, de me faire une ration, tu vois, voilà, d'apporter d'autres choses, parce que je me suis dit peut-être qu'elle a pas assez. Et en fait, il s'avère que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait de la négligence de la part des nouveaux gérants, que les chevaux n'avaient pas assez de Mhm. foin, enfin voilà, que j'étais pas la seule propriétaire à me rendre compte que ça allait pas, parce que tous les autres, pareil, leurs chevaux commençaient à maigrir, alors qu'il y en avait qui étaient complémentés, il y en avait qui faisaient du sport, il y en avait qui n'avaient jamais maigri de leur vie, et là, d'un coup, ça sentait mauvais. Bref, il y a eu toute cette mauvaise période, et en fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées. J'ai dû partir en urgence bah, pour Java, pour l'aider. Et en fait, quand je l'ai amenée dans une nouvelle pension, pour te dire, en 7 jours, elle avait repris 6 cm de tour de bide, quoi. Rien qu'en mangeant Ouais. normalement. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un gros problème. Et en fait, c'est là où ça m'a fait déclic, où je me suis dit, putain, je crois qu'on sera jamais assez de professionnels du monde équestre pour essayer de sauver les choses, en fait. Parce Ouais. que cet ancien centre équestre, donc ça a été très complexe, on s'est pris la tête avec les gens, enfin ça a été très très compliqué. Mais on a envoyé la DDCSPP, donc les services vétérinaires, etc. Enfin, il y avait d'autres très gros problèmes qui commencent à arriver, bref. Et en gros, rien n'a été fait. Voilà. Malgré les preuves, les dossiers, les photos, les vidéos, enfin tout ce que tu veux, il n'y a rien eu. Voilà. Ouais, donc là, tu t'es dit, il n'y a pas assez de professionnels pour défendre nos chevaux, en fait. Ouais, clairement. Il n'y a pas assez de voix qui s'élèvent pour défendre les chevaux qui existent, enfin, les chevaux qui vivent en France. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, waouh, mais comment est-ce qu'on peut passer autant à côté, en fait, enfin, de tout ça? Et je me suis dit, mais comment, bah, les chevaux, eux, peuvent pas parler? Comment on fait, du coup, pour les défendre? Parce que si même nous, humains, on essaie de faire des trucs, mais qu'on nous écoute pas, comment on fait? Et je me suis dit, bon, ben, sur le moment, là, on peut rien faire. Bon, ben, est-ce que je peux pas faire quelque chose en amont pour essayer tu vois, justement, d'apporter aux gens du savoir, enfin, voilà, de diffuser un certain savoir pour que les gens soient conscients de ce qui peut se passer, des problèmes des chevaux, de comportement, etc. et puissent prévoir et avoir des connaissances là-dessus, bref. Et puis sortir leur cheval de ce centre équestre avant que ce soit trop tard, par exemple. Enfin, Ah ben, pour te... ils se disent pas, bah oui, juste mon cheval perd du poids, c'est normal, mon cheval tique, c'est normal. Qu'ils puissent se dire, bah non, en fait, c'est pas normal. Ouais. Et tirer la sonnette d'alarme comme toi, tu l'as fait, quoi. Ah ben, la quinzaine de propriétaires qui étaient pourtant là depuis plus d'une dizaine d'années est partie en quelques mois, quoi. Donc là, tu te dis, il y a un problème, en fait, hein, et on a essayé, nous, de faire des choses par rapport aux chevaux de club et tout. Enfin bref, ça a été une hécatombe et ça a été une des choses les plus dures à accepter, on va dire, de ma vie équestre, du moins, je pense. Et mais du coup, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, ouais, moniteur, bon,
ouais, mais je vois pas l'impact. Enfin, ça correspond pas à ce que je recherche, etc. Et en fait, j'ai cherché plein de métiers et je suis tombée sur la page du Manimalis et je suis tombée sur ce terme comportementaliste équin et je me suis dit, ah, mais attends. Et en fait, en cherchant, en regardant, en lisant des trucs, des articles, des machins, je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire, en fait. C'est vraiment vers là que je veux aller, quoi. Et j'ai fait la formation et j'ai repris une grosse claque, mais vraiment une grosse claque parce que ça a chamboulé toute ma vision du cheval, toute ma vision de mon équitation, toute ma vision de Java aussi, qui Java à côté se remettait tranquillement de ses émotions, bon, avec son flegme naturel, c'est-à-dire oh bah, de l'herbe, cool, super, allez au revoir, bisous. Java. Java, c'est le cheval typique, vraiment, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est ok. C'est voilà, c'est vraiment On me met dans l'herbe, je vais manger de l'herbe. Franchement, elle surmontait les trucs, mais en mode ok. Bah, il y a un problème. Bon, il y a une solution. Bon, bah, c'est bon. Alors, on va pas se poser trop de questions, on va pas s'affoler, quoi. Et heureusement, d'ailleurs, je pense qu'elle était comme ça sur plein de parties, parce que, mon Dieu. Et du coup, c'est comme ça que bah, Java, en fait, de par cette problématique qui est arrivée à Java, en fait, c'est de là où j'ai accédé à mon métier actuel et où, en fait, je fais ce que je fais maintenant, quoi. Et donc, t'as dit que t'as repris une claque. Ouais. Alors, ce qui est pas fréquent quand même, parce que tu venais pas, on va dire, tu venais pas d'une équitation ultra classique. Non. Tu venais pas d'un centre équestre, dressage, CSO, cross. Tu venais quand même d'une éducation équestre déjà alternative, parce que l'équitation éthologique, c'est déjà une alternative, quoi. On est déjà plus dans le classique. Et pourtant, tu dis que tu t'es quand même repris une claque. Ouais. Est-ce que tu peux expliciter un peu plus? Alors, on part sur un sujet touchy, mais moi, j'ai pas de problème à en parler. Euh, Comme beaucoup, équitation éthologique, pour moi, ne veut pas dire équitation éthique ou équitation douce. Pas du tout. Et c'est pas parce que je faisais de l'éthologie, enfin de l'équitation éthologique, que j'étais douce, que j'écoutais mon cheval, que je savais lire mon cheval, que mes phases étaient correctes, que je ne frappais pas mon cheval. Et là, je suis honnête parce que voilà, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face. Moi, oui, j'ai maltraité comme beaucoup de gens. Ouais. Et j'ose le dire parce que je m'en rends compte, que j'en suis consciente et que je prends mes responsabilités aussi. Et, et en fait, il y a plein de choses que je comprenais pas parce que je savais pas lire un cheval, en fait. On m'avait jamais appris à lire un cheval. On m'avait appris à les notions de confort-inconfort, bah, les notions de ce que l'humain veut, le cheval fait. Alors après, on part souvent pour moi, en exposant ça avec des citations un petit peu plus poétiques, tu vois, faites que votre idée devienne la sienne. Je suis désolée, hein, voilà, c'est pareil. C'est la... Oui, faites que votre idée devienne la sienne, mais il faudrait pas trop écouter les idées du cheval, quoi. Bah, c'est-à-dire que si j'ai décidé que t'ailles dans le camion, t'iras dans le camion, quoi. Voilà, bon. Voilà, et je vais faire en sorte que tu ailles dans le camion. Que tu veuilles, entre 14 paires de guillemets, aller dans le camion, quoi. Exactement, et pour moi, voilà, enfin, je veux dire, et en fait, j'ai eu Manimaliste, comme dans plein de formations, hein, je pense, mais dans le comportement, voilà, on t'apprend à lire un cheval, enfin, l'éthogramme du cheval, tout ça, tu vois, et toutes ces sources-là aussi, en fait. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, ça m'a mis une grosse claque. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, je voyais pas ça sous cet angle, enfin, et après, ça m'a poussé moi aussi à être curieuse et à peut-être sortir un petit peu de ce côté sectaire que peuvent avoir certaines méthodes, dont pour moi l'équitation éthologique aussi, hein, où on t'enferme un peu surtout des fois dans des façons de faire. Enfin, je veux dire, il y a une façon de faire pour tous les chevaux, quoi. Je veux dire, tous les chevaux doivent rentrer dans cette même manière. Et moi, là aussi, ça m'a fait me questionner. Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches aussi. J'ai appris comment les chevaux réagissaient à la peur. Tu vois, les 3 manières, le freeze, le flight, le fight. Ces choses-là que, en fait, un cheval, il le faisait pas exprès. Enfin, tu vois, tous ces trucs qui nous paraissent... Alors, on va juste retranscrire, enfin, retraduire ce que ça veut dire le freeze, flight or fight. Oui. C'est que le cheval, en fait, quand il est face à une situation qui le stresse, ouais. qui lui fait peur, il va soit ne plus bouger,
Oui. Ne plus bouger les 4 pieds, les 4 pieds sont figés au sol, ou il va fuir, Ouais. ce qui est quand même normalement sa solution privilégiée, ou il va attaquer. C'est ça. Ça, c'est quand aucune des deux autres n'est possible. Chez un cheval qui est un animal de Proie. proie, quand même, normalement. Qui est pas... Exactement. Chez le chien, par exemple, on va avoir un peu plus d'attaque. Enfin, on va avoir plus d'attaque que de fuite. Le chien va avoir plus tendance à attaquer qu'à fuir. Le cheval va avoir plus tendance à fuir qu'à attaquer. Un cheval qui attaque, c'est quand même qu'on l'a vraiment repoussé dans ses retranchements. Ouais, j'en ai eu. C'est très violent. C'est très impressionnant. Oui, ouais, non, mais ça existe. Mais c'est vrai que le freeze, le fait que le cheval s'immobilise, très peu de cavaliers sont au courant que c'est un signe qu'en fait, Oui. le cheval est ultra stressé ou ultra angoissé ou ultra apeuré. Enfin, voilà. Oui. Moi, Il est dans un état d'inconfort. Ah ben j'ai une ponette, moi, elle dissociait carrément, quoi. Enfin, vraiment, elle dissociait. C'était vraiment le côté tellement de peur que vraiment, je ne sais plus quoi faire. Je reste là, bah, comme nous humains, hein, quand on se fiche, quoi. Et la peur est telle qu'on ne peut plus réagir. Le corps se met vraiment... et le cerveau, il va ailleurs pour se libérer, quoi. Et Oui, l'humain, enfin, beaucoup d'animaux, je vais pas dire tous parce que je suis pas sûre de ce que j'avance, je suis pas sûre que ce soit vraiment tous, mais une très très grosse majorité des animaux, on a exactement les mêmes mécanismes de protection en fait. Mais c'est ça, et tu vois, ce genre de mécanique, j'en avais pas du tout notion en fait, tu vois, ne serait-ce que dans la désensibilisation en fait. Ce qu'on appelle désensibilisation en équitation éthologique, je veux dire faire claquer le stick en gros jusqu'à ce que le cheval s'arrête. Ben, t'as plein de gens que je vois encore maintenant, ils me disent si, regardez, il est détendu, tu vois, le cheval, il est comme ça, mais en fait, il est figé, il a la tête en l'air, il a les yeux, tu vois le blanc, ils sont pas... Mais comme il ne bouge pas, pour les gens, bah du coup, il est pas en stress, tu vois, il bouge pas, donc ça va. À partir du moment où il ne bouge pas, ben c'est ok. Parce que c'est vrai que c'est, pour nous humains, plus ok d'avoir un cheval qui ne fait rien, qui ne bouge pas. C'est plus sécuritaire pour nous humains, un cheval qui arrête de bouger plutôt qu'un cheval qui attaque ou qui fuit. Quand on est sur son dos, bah oui, la solution, le cheval ne bouge plus, c'est une solution qui est confortable pour nous humains et qui du coup devient confortable pour le cheval parce qu'en fait c'est une solution de survie. Oui. Ok, j'ai compris que quand je m'arrête, il y ait potentiellement un mécanisme naturel chez moi, l'humain, le danger s'éloigne. Donc ouais. Mais oui, pour les gens, alors qu'on part quand même sur un animal de proie dont le premier réflexe, comme tu le disais très bien tout à l'heure, c'est la fuite en fait. Mais pour les gens, ils se disent non, mais moi je veux un cheval qui s'arrête et qui bouge pas. Ouais, mais les gens ne se rendent pas compte qu'en fait c'était pas naturel. C'est vraiment ce qu'on leur demande, ça, cette immobilité, ce type d'exercice de demande n'est complètement anti-naturel pour le cheval, quoi. Et même au pansage, par exemple, combien je vois de chevaux au pansage qui sont comme ça en train de subir, vraiment, c'est le terme, c'est subir. Et les gens, malheureusement, s'en rendent pas compte parce qu'on leur enseigne pas non plus et qu'il y a vraiment un gros manque au niveau de cet enseignement, de cette transmission par rapport à la lecture du cheval, à l'observation de son cheval, tout ça, en fait. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a mis une claque de l'espace quand je suis sortie de la formation. Je me suis dit, waouh, ok. Enfin, on a vu, par exemple, les impacts psychologiques, etc., du join-up, ce genre de choses, alors que c'était des choses que nous, on faisait, en fait, sans s'en rendre compte. Nous, c'était, ton cheval se déconnecte, quand t'es en liberté ou quoi, ton cheval se déconnecte, il se fait chasser par tout le monde jusqu'à ce qu'il revienne à toi. Join-up. Et pourtant, on va pas appeler ça du join-up, parce qu'on n'est pas forcément dans un rond de longe, avec les codes typiques, on va dire, du join-up, mais ça reste du join-up. Et ça aussi, c'est dur à faire comprendre aux gens que, c'est pas parce que t'es pas même si t'es pas dans un rond de longe avec tous les codes, les machins, ça peut quand même en être, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte de plein de trucs par rapport à Java aussi, en me disant que j'avais de la chance en fait d'avoir un cheval aussi compréhensif et aussi patient avec mes demandes, avec moi sur plein de choses, parce que j'ai fait du join-up avec elle. Je me suis agacée aussi souvent parce que quand on a 14-15 ans, on n'a pas une gestion émotionnelle de quand on a 30 ans. Donc j'étais beaucoup moins patiente. Donc forcément... Puis même, j'ai aussi 31 ans, hein. La patience, c'est pas forcément une des caractéristiques qui me définit le mieux. Hein. Moi, j'ai appris à le travailler. Mais voilà, je veux dire, je suis en effet plus patiente que quand j'avais 14-15 ans.
Mais pour autant, quand on me décrit, c'est pas le mot patience qui vient en premier, quoi. Ah ouais, mais moi, à 15-16 ans, je pense que j'avais vécu des trucs pas cool, j'étais un peu en colère contre le monde entier. Le cheval, c'était un peu Mhm. mon seul refuge, et c'est vrai, enfin, Java, ouais, surtout, était mon seul refuge. Mais c'est vrai que, bah, du coup, je me rendais compte à maintenant que des fois, putain, j'avais pas été cool quand même. Tu vois où je veux dire, ah, Oui. franchement, Oui, oui, non, mais oui, oui. j'ai Oui. abusé, et puis dans mes demandes. Et puis pareil, on était sur un truc où moi j'avais envie de tester des choses, genre l'utilisation de la friandise, etc. Mais c'est vrai que c'était pas du tout dans ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, c'était non, on n'utilise Mhm. pas la friandise, ça rend les chevaux agressifs, etc. Je l'ai entendu pendant beaucoup d'années ou quoi. Donc je l'utilisais un peu genre en cachette, tu vois. Genre quand je faisais mes séances toute seule, j'utilisais peut-être pas forcément très bien, mais Java a comme toujours été le meilleur professeur du monde parce que c'était pas, tu vois, elle venait pas fouiller dans les poches, elle me laissait le temps. Si mon timing était pas bon, c'est pas grave, elle avait quand même compris un peu le délire. Enfin, vraiment, ça a été aussi. J'ai eu la chance en fait aussi d'avoir un cheval professeur malgré que tout ce qu'on faisait, on le découvrait ensemble parce qu'elle l'avait jamais fait avant avec quelqu'un d'autre. Mhm. Mais elle avait cette patience, tu vois vraiment ce truc de des fois si elle comprenait pas ce que je disais, elle me regardait et rien que tu sentais dans l'attitude en mode non mais en fait t'as pas compris, là va falloir que tu redemandes mieux parce que là je comprends rien à ce que tu es en train de raconter là, donc tu te reprends, tu demandes mieux. Et vraiment c'était ça quoi. Ce qui est pas le cas de beaucoup de chevaux. Il y a quand même beaucoup de chevaux où quand tu demandes mal, bah, ils font du flight, fight or freeze, quoi. Justement. Des fois c'est même moi qui ai flight derrière la longe aussi, tu vois, avec certains donc Oui. tu vois mais sinon ouais, j'ai eu la chance d'avoir cette jument-là, quoi. Enfin, vraiment, je le sais maintenant, ça a été une chance pour moi de l'avoir et d'avoir un cheval avec ce tempérament-là et ce caractère-là parce que elle a été tellement patiente et tellement calme avec moi, quoi, sur plein de choses que vraiment, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à énormément évoluer, quoi. Donc ça c'est un truc de fou et dans ce qui a fini je pense de faire la césure totale avec les anciennes méthodes que j'ai faites, c'est lors d'un embarquement en fait où l'embarquement s'est très très mal passé. L'embarquement de Java ou d'un autre cheval? Non, d'un autre cheval, et l'embarquement s'est très très mal passé. Et en gros, moi j'essayais de parler au cheval pour le rassurer et tout, enfin tu vois faire ce que je pouvais parce que j'étais jeune quand même, donc t'oses pas trop, tu vois, ouvrir ta bouche ou quoi. Bref, et en fait quand on a eu réussi à embarquer le cheval, en fait, on s'est assis dans la voiture et la personne s'est tournée vers moi et elle m'a dit non mais Émilie, faut pas parler au cheval, tu te rends pas compte, c'est toi qui le mettais dans un stress pas possible. Tu vois bien ce que tu fais. Et là, et là, je te jure qu'intérieurement, j'étais là, attendez, dans toute la scène qui vient de se produire, les coups de stick, les portes qui volent dans tous les sens, le stress du cheval à son maximum, il tremblait comme une feuille et tout. Dans ma tête, j'étais là, le truc qui vous a le plus choqué, c'est que je parle au C'est que cheval. je parle. J'étais là, waouh. Et en fait, là, ça a fait la césure totale. Ça a fini de me dire, ok, je veux plus jamais être là-dedans. Je, je, mon Mhm. équitation, ce sera plus jamais ça. C'est plus possible, en fait. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ah ouais. Donc ouais, ça c'était donc ta formation de comportementaliste. Donc là, tu apprends à lire Java. Donc Java et toi avez relativement 25 ans. Ouais, oui, Relativement 25, 26, 27. ouais, plus 27, un truc comme ça, ouais, je pense. Ouais, je crois que c'est ça, à peu près. Comment ça s'est passé avec Java ensuite? C'est-à-dire après ta formation, tu vois, est-ce qu'il y a des choses Oui, que tu as réappris, des choses que tu as fait différemment? Qu'est-ce que tu as fait différemment? déjà, j'ai carrément plus utilisé la friandise. Après, on était dans une époque où je faisais une petite retraite tranquille. Bah après, je faisais de la Mhm. liberté, des longues graines. On partait en balade à pied ou à cheval, des fois, ça dépend comment elle se sentait, comment elle était. Mais elle a toujours été pleine d'entrain pour ça, du moins. Et enfin, bref, on continuait à s'amuser, mais c'est vrai qu'il y avait un peu plus d'écoute, un peu plus de moins prise de tête, de lâcher prise, tout ça, quoi. Enfin, vraiment, c'était. Voilà, je me mettais plus de pression comme je m'en mettais. On faisait des exercices vraiment pour s'amuser. Et vraiment, j'ai beaucoup plus utilisé le R+, quoi. Beaucoup plus pour Mhm. retravailler la motivation et tout. Et puis après, ben,
Forcément, je me suis rendu compte à un moment ou à un autre qu'elle était borgne, parce que Ok. je commence à me rendre compte que sur les départs sur le cercle et tout, ben, il y avait une main où ça a couaqué un petit peu. J'avais l'impression que des fois, elle comprenait pas ce que je disais, alors que pourtant, je regardais des vidéos, parce que je me filmais souvent, parce que je trouve ça hyper intéressant. Et je me disais, bah pourtant, tiens, c'est plutôt mes gestes sont plutôt clairs et plutôt grands pour essayer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait venir un veto spécialisé en ophtalmologie équine et qui m'a dit, ah ben non, Mhm. là, elle voit plus de ce œil-là, en fait. Mais il me dit, mais elle a pas mal, donc ça change rien, quoi, en fait. J'ai dit, bah ok, d'accord, pas de souci. Et donc, pareil, j'ai réadapté, on va dire, mes demandes et mes disciplines les disciplines que je pratiquais pour que ce soit plus simple pour elle et tout, mais ça n'a jamais posé problème, quoi. Puis voilà, on faisait notre petite vie. Oui. Oui, donc elle est restée avec ses deux yeux. Tu l'as pas énucléée. Non, parce qu'elle Il n'y avait avait pas de pas de douleur. signe de douleur. C'est ça. Moi, c'est ce qui me Donc elle faisait était peur. juste aveugle d'un œil, quoi. Voilà, moi, c'est ce qui me faisait très peur, c'est de me dire, ah mon Dieu, est-ce qu'elle a mal? Parce que si elle a mal, vraiment, je mets tout ce qui est possible de mon côté pour qu'elle n'ait plus mal et que ça aille, quoi. Parce que moi, ça a toujours été ça, même si ma jument était âgée. Il y en avait beaucoup qui se moquaient de moi dans l'écurie parce que je lui achetais des nouvelles couvertures ou parce que j'achetais des compléments. Et on me disait, mais pourquoi faire? Ben, je disais, ben, parce qu'elle en a besoin. Et on me disait, ouais, mais elle est vieille. Et alors, du coup, ta grand-mère, tu t'en occupes plus après, tu la laisses mourir dans un coin comme ça. Enfin, je veux dire, non, mais c'était lunaire un peu des fois les remarques des gens là-dessus. Puis en plus, comme elle était petite, moi, ils étaient tous là, mais en fait, tu peux même pas monter dessus, donc je vois pas à quoi ça sert. J'étais là. Alors déjà, ma jument a le physique d'un cheval de 15 ans, donc si je peux monter, ça ne lui a jamais posé problème, parce qu'en plus, je faisais 55 kilos, donc c'est pas non plus, voilà. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai jamais compris ce genre de réflexion stupide, mais voilà, si Java, il fallait faire quelque chose pour sa santé, ça passait avant tout le reste, quoi. Oui, donc elle avait quoi comme problème de santé? Ben, pas grand chose. En fait, j'ai touché du bois tout le long de sa vie parce que Java m'a fait une tendinite au genou une fois quand j'avais 15 ans. Et ce qui était très drôle, j'ai fait la même tendinite au même genou à la même période. Donc on se trimballait en boitant toutes les deux, on avait l'air ridicule, mais voilà. Et après, je n'ai jamais eu de problème avec Java. Ben, à part vers la fin, justement, quand elle a eu ce problème de perte de poids à cause de la négligence, quoi. Donc si là, si je te dis une bêtise, c'est juste qu'on a trouvé aussi qu'elle avait l'anaplasmose. Donc si j'avais juste ça à gérer, mais en fait, quand j'avais fait des choses pour travailler son immunité et tout, et en fait, à partir de là, tout allait bien, quoi. T'as pas eu de problématique de santé particulière, quoi. Non, j'avais la chance d'avoir un cheval âgé, en super bonne santé, en bonne condition physique, qui vivait dehors à l'année avec des copains. Enfin, le best, quoi. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que, ouais, enchaînement malheureux de... Mhm. En fait, on part d'un accident tout bête avec un chien. En fait, on m'appelle pour me dire, voilà, on a récupéré Java dans le pré, il y a un chien qui a fait peur au troupeau, et en fait, elle a sauté la clôture d'un voisin et elle s'est ouvert le genou. Bon, Ok. Donc là, elle avait quel âge à peu près? bah là, c'était il y a plus d'un an et demi, 2 ans presque, donc elle était sur donc 32 ans. Ouais, c'est ça. Mhm. Environ, quoi, parce que, comme je te dis, on savait pas exactement son âge, donc elle avait dans la trentaine sûre, mais combien, on sait pas exactement. D'après le Et dentiste, plus de 30 ans. voilà, d'après le dentiste, voilà, j'avais perdu des années entre, mais elle était âgée, quoi. Elle était vraiment âgée. Mhm. Et donc, du coup, la gérante m'appelle pour me dire, bah, ton cheval s'est ouvert le genou, j'ai appelé le veto et tout, ça mérite des points de suture. Donc, je me dis, oh, chouette, génial, bon, comme t'arrives à la structure, Bon. bon, youpi. Bon, après, la pauvre jeune fille, son chien était un jeune chien, il avait fait peur et tout, la pauvre, elle était en larmes, enfin, voilà, moi, bon, le veto me dit, c'est bon, faudra faire attention parce que c'était vraiment situé, bah, pile, vraiment sur le genou, quoi. Donc, le truc horrible pour faire des points de suture parce que tu te dis, bah, elle plie le genou, ça va péter. Ça va pas tenir. Voilà, donc tu te dis, vraiment le truc nul, quoi. Mais bon, il me dit après, les tissus, rien n'a été attaqué plus profond, en fait. Donc,
Et il me dit, non, il n'y a pas trop de problème. Donc, je dis à la jeune fille, je dis, non, mais ça arrive, c'est un accident, c'est pas grave, quoi, tu vois, tu peux pas, regarde, elle va être cousue, ça va aller, enfin, ça arrive, en fait. Et donc, partant de là, bah, Java, du coup, boxe ferme pour quelques temps. Pour éviter qu'elle plisse le genou, quoi. Voilà, donc. Pour éviter au maximum. C'est ça, pansement, etc. tous les jours. Donc, c'est moi qui venais faire les soins tous les jours, puisque déjà, de base, je venais toujours matin et soir, parce que l'écurie, je l'avais choisie spécifiquement parce qu'elle était près de chez moi, donc je pouvais venir matin et soir m'occuper de Java. Et du coup, bon, bah, je venais matin et soir, en fait, la faire brouter pendant plus d'une heure dans un champ à côté, en longe, pour pouvoir la surveiller, qu'elle fasse pas de bêtises. Et puis voilà, elle menait sa petite vie pendant une heure ou deux, et puis après, je la rentrais, et puis voilà, et puis on faisait ce petit circuit. Et en fait, je me rends compte, au fur et à mesure, je me rends compte quand même, bon, elle était tendue, mais quand on sortait. Mais tu sais, je me dis, bon, bah, elle passe sa journée au box. Donc tu te dis... Voilà, c'est une jument qui a 30 ans passés, qui a vécu sa vie dehors. C'est ça. Là, je la mets au box. En plus, elle n'a pas beaucoup de dépenses, physiques ni de dépenses intellectuelles. Donc bon, je me dis... Elle a envie de bouger, quoi. Elle a un petit effet rebond, tu vois, qui se fait. Voilà. Elle a envie de bouger, elle a plus ses besoins fondamentaux, tu y réponds moins. Ah bah oui, bah carrément plus. Enfin... Donc, le besoin de mouvement et le besoin de congénère étaient largement diminués, quoi. Donc c'est ça. Bon, bah, un cheval qui développe, par ton métier de comportementaliste, tu le sais aussi, mais un cheval qui développe des comportements pas souhaitables, des comportements anxieux, peureux au moment-là, ça paraît cohérent. Voilà, donc si tu veux, je me pose pas plus de questions que ça. Je me dis, bon, petit effet rebond, un peu chaud patate, mais bon, bah, normal, je vais au box, voilà, machin. Et donc, en fait, je vais toujours dans mon petit endroit un jour pour brouter. Enfin, pour faire brouter Java. Moi, je ne broute pas, évidemment. N'est-ce pas? Et donc, en fait, si tu veux, ça faisait un immense champ, en fait, de plusieurs hectares. Et en fait, tout le long d'un côté, il y avait des maisons avec des jardins, en fait. Ça faisait une espèce de lotissement. Okay. Donc, je la fais brouter là. Et moi, elle avait une très grande longe, une longe pour longer, en fait, parce que moi, je m'asseyais, en fait. Et puis, voilà, je la laissais faire sa vie brouter dans son petit cercle et tout. Et quand elle était au bout de la longe de 15 mètres, tu te déplaces et puis voilà, exactement. Tu te mets, beaucoup plus loin, comme ça, dans le sens où elle va, pour te dire, c'est bon, j'ai encore un peu le temps. Voilà, c'était ça, en fait. Et en fait, malencontreusement, un jour, il y a un cycliste qui débarque dans notre dos. Et même moi, je l'ai pas entendu, en fait. Donc, je pense qu'elle l'a entendu vraiment au dernier moment. Elle a pris une peur panique, mais elle est partie, mais comme une balle, un boulet de canon. Donc, moi, je tenais la longe, je me suis dit, bon... Tu as toujours cet espoir, tu ne sais pas pourquoi, de rester accroché après en te disant que tu vas certainement l'arrêter avec tes pauvres 60 kilos. Mais non, ça ne marche pas, j'ai fini à plat ventre dans la terre. Voilà, très clairement, ça m'apprendra à essayer de jouer les super-héros, tu vois. Mais bon, je vois mon cheval plein cul dans le pré, je me dis, oh non, les points de suture, ça saoule. Tu vois, bah forcément, oui. C'est le seul truc qui me faisait chier. Je me suis dit, bah les points de suture, au secours, au revoir, adieu. Et en fait, là, je vois ma jument qui descend le long du pré. Je me dis, bon, bah, elle va revenir vers moi. Et en fait, je la vois changer de direction et je la vois aller vers les maisons tout droit. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Et en fait, je la vois décaniller la clôture du gars, d'une des maisons. Et là, je la vois plus puisqu'il y avait des buissons et tout. Et là, j'entends un fracas de plastique. Mais un fracas, je te jure, qui m'a mis un silence et un espèce de vide interstellaire. Là, il y a eu un silence de mort. J'ai regardé le cycliste qui était toujours à côté de moi, en fait, en train de me dire je suis désolée et tout. Et en fait, j'ai cru au début qu'elle était passée à travers une piscine couverte. Tu vois, tu sais, les dômes en plastique sur les piscines, là, j'ai cru que c'était, voilà. Donc j'ai regardé le gars en me disant mais qu'est-ce que je fais? Je savais plus, j'étais en panique. Je cours vers le jardin. Et en fait, je vois mon cheval se relever d'une terrasse et repartir, continuer, sauter dans une autre maison, dans un autre jardin, et partir sur la route de l'autre côté. Et je me suis dit, waouh. Et en fait, je cours sur la route, elle m'entend l'appeler, heureusement, elle vient vers moi, elle se recasse la figure sur les genoux devant moi, donc je me dis, oh là 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 là. Elle se remet debout, et j'arrive à l'attraper. Je me dis, ok. Donc là, je tremblais de tous mes membres, je savais plus où j'habitais. J'ai dit, je vais la ramener au box, déjà. Je vais aller voir le monsieur parce que je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Donc, je vois mon cheval. Donc, elle avait l'air d'avoir des hématomes, mais elle n'était pas plus écorchée ou quoi que ça. Je me suis dit, ok. Je la mets au box, je regarde que tout aille bien.
elle redescendait de son trop-plein voilà, de son adrénaline qu'il y avait eu là avec tout ce bordel. Du coup, je vais chez le monsieur, en fait, chez qui elle était rentrée. Et donc, lui me dit, en fait, que elle a déglingué toute sa terrasse, et sa terrasse était clôturée, avec les clôtures un peu tu vois, de cours d'école, tu sais, les clôtures vertes avec un retour sur le haut. Je sais pas pourquoi il avait... Donc en fait, elle est passée dans son jardin et elle est repassée dans la terrasse. Elle a passé 2 clôtures. Elle a défoncé la première clôture qui était du grillage, et en fait, elle a continué tout droit, et elle a été s'encastrer dans le mur de sa maison. Et le gars l'a vu faire ça, en fait. Le gars était en train de faire sa vaisselle, en fait, il l'a vu arriver droit sur sa baraque, et elle s'est vraiment... en fait, il a cru qu'elle s'était tuée parce qu'elle a foncé littéralement dans le mur, elle ne s'est pas arrêtée. En fait, quand elle a tapé dans le mur, forcément, elle s'est écroulée, puisqu'elle est arrivée plein galop, donc elle s'est écroulée. Et du coup, il m'a dit, j'ai cru qu'elle était décédée. En fait, ça a dû l'assommer, elle s'est relevée et elle est repartie, du coup. Donc le moment que toi t'as vu, quoi. Le moment où t'as vu la jument qui se Voilà, relève là où et je qui suis est repartie. arrivée, moi. Donc en fait, t'as réussi à avoir toute la continuité d'événements, même si pendant un moment donné, tu l'as perdu de vue, quoi. C'est ça. Et j'ai eu toute l'histoire puisque le monsieur était là et qu'il l'a vu, et que à puis, 10 centimètres, elle passait dans sa baie vitrée et elle rentrait dans sa maison, en fait. Enfin bref. Puis les événements sont... Enfin, c'est absolument pas normal. Là tu te dis, il y a un gros problème, non. quoi. Enfin... Là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis dit, il y a un truc qui va pas du tout. Et je commence à me remémorer, du coup, les dernières sorties qu'on a faites, où je commençais à me dire, je trouve quand même qu'elle est vraiment très, très excitée par rapport à ce qu'est Java d'habitude, même si elle est au box et tout, je connais mon cheval. Je me dis, elle est quand même vraiment très sur l'œil, très en hypervigilance, alors que c'est pas son caractère habituel, quoi, son tempérament. Donc j'arrive en larmes comme pas possible jusqu'au box et tout. Je vois qu'elle a quand même comme un cocard, forcément, elle est rentrée quand même dans un mur de maison, quoi. Faut quand même s'en rendre compte, quoi. Et du coup, je regarde. Alors là, les points de suture n'avaient pas bougé. Je me suis dit, ça c'est quand même fou, parce que vraiment elle est tombée à genoux sur la route. Enfin, c'était le seul truc où j'étais en PLS, et au final, eux n'avaient pas bougé. Et je vois juste que sur la tête, le chanfrein, elle est gonflée, quoi, mais en mode hématome. Donc du coup, j'appelle le veto et tout. Bon, il me dit que lui, là, sur la journée, il pouvait pas être là, machin. Et la propriétaire de la pension me dit, écoute, demain, il y a le vétérinaire ophtalmo, que j'avais déjà vu, qui repasse pour un cheval à côté. Donc je vais lui demander de regarder. Je lui dis, ouais, s'il te plaît, demande-lui de regarder et tout. Parce en que plus, elle s'est pris un coup à la tête. Le veto ophtalmo était relativement adapté. C'est ça. Et en plus de ça, parce que moi, je commence à me dire, mais elle est aveugle, en fait. C'est pas possible. Enfin, pour moi, ça vient déjà germer dans mon esprit à mon avis, elle voit pas, en fait. Il y a un truc j'avais commencé à faire à regarder un peu, à faire des mouvements et tout, mais c'est pareil. Java étant un cheval vraiment très détente, très, tu pouvais faire plein de gestes autour d'elle, ça la perturbait pas plus que ça ou quoi, donc je trouvais pas ça très probant, en fait, voilà, clairement. Et donc en gros, le lendemain, parce que on a quand même vérifié ses constantes plusieurs fois et tout pour être sûr qu'il y avait, il y avait pas d'urgence réelle, enfin même s'il y avait urgence, là sur le moment le veto il pouvait pas venir. Mais là il y avait pas d'urgence, enfin elle s'est remise une fois qu'elle a été redescendue, elle s'est remise à manger. Il y avait pas de signe qui faisait dire il faut que le veto passe ce soir. En fait, il y avait aucun non mais c'était hallucinant, en fait. Vraiment, c'était hallucinant. Il y avait aucun comportement d'apathie, tu vois, de cheval qui somnole un peu comme ça, ou qui est pas bien, ou qui rien du tout. Elle mangeait normalement, elle buvait, elle était attentive au bruit, machin, mais rien du tout. Température tout normal, rien. Oui, donc on attend le veto le lendemain matin, quoi. Ouais, voilà. Donc le veto passe le lendemain. Donc lui, en fait, il fait les tests et il se rend compte qu'effectivement, elle est aveugle, enfin qu'elle ne voit plus. Il sait pas pourquoi. Des 2 yeux. Ouais, des 2 yeux du coup, puisqu'elle était borgne. Et là, vraiment des 2 yeux. En fait, il peut pas dire qu'elle est vraiment aveugle, mais en fait, il y a très peu de réactivité sur l'œil qui est censé encore voir. Voilà. Donc pour lui, elle est aveugle. Il y a un gros problème de vision. Voilà. Donc on en est là, et lui il commence à me parler de potentiellement Cushing, SME, tout ça.
Parce qu'on essaie de trouver d'où ça peut venir, en fait, quelle limite. Parce qu'en fait, le premier œil, si tu veux, elle avait fait beaucoup d'uvéite. Elle avait une uvéite chronique sur l'œil où elle était borgne. Donc, c'était pas une surprise, entre guillemets, potentiellement qu'elle perde la vue sur cet œil-là à son âge, on va dire. Suite à tout ce qu'avait enduré l'œil, en fait, bon, c'est dit, c'est pas que c'est logique, mais il y a une raison, une vraie raison, quoi. Et en fait, sur cet autre œil, il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de symptômes, il n'y avait rien. Enfin, c'est comme si c'était apparu parce que c'était pas dû à la maison, hein, pour moi. Enfin, l'impact dû à la maison, on pourrait se dire ça, mais... Bah non, parce qu'elle aurait sûrement pas foncé dans la maison. Enfin, et puis tu remarquais depuis quelques semaines quelques jours, quelques semaines, que ça se dégradait quand même au niveau du comportement. Voilà. Donc voilà, lui, c'est un peu tout ce qu'il peut me dire. Donc j'ai fait quand même faire une prise de sang du coup pour Cushing, SME, tout ça, qui est revenu par la suite positive au SME++. Oui, bon, si elle a 32 ans... Voilà. Mais en fait, ça pourrait... Si elle a 32 ans, ça aurait été une surprise que ça revienne négatif, quoi. Voilà. Mais il y avait... Enfin, sans jamais avoir eu de symptômes particuliers de quoi qu'est-ce comme pathologie, parce que vraiment... jamais eu rien. Et puis moi, après, quand j'avais fait ma formation et tout, j'étais vraiment à l'observer très souvent. Enfin voilà, je la connaissais par cœur. Donc je l'aurais vu s'il y avait quelque chose, mais non. Et en fait, là, progressivement, on est en train de descendre aux enfers tranquillement parce que le problème, c'est qu'en fait, elle ne se fait pas du tout, mais pas du tout à la cécité, quoi. En plus, Java, c'est un cheval qui est pas du tout, c'est pas sociable, mais elle est pas attachée, elle est pas grégaire de fou, tu vois. Donc on peut pas se dire on va lui mettre un cheval qu'elle va suivre, etc. Parce que non, Java, toute sa vie, elle a vécu en troupeau, mais elle a vécu genre à l'écart du troupeau, c'était un peu la marginale, mais elle le faisait toute seule, c'est-à-dire que elle aimait bien son groupe, mais voilà, tu pouvais l'amener toute seule n'importe où, elle s'en foutait complètement. Vraiment, ça pour ça, tu vois, c'est aussi une part de cheval exceptionnelle dans le sens où j'ai jamais eu de problème de grégarité, d'hyperattachement ou quoi qu'est-ce avec elle. Ah non, moi j'ai jamais compris les problèmes de propriétaires. Enfin, avec Whisper, en tout cas, j'ai jamais compris les gens qui disaient « Oh là là, non, j'arrive pas à sortir mon cheval du pré, il veut rentrer. » Voilà. Non. J'accepte que vous avez un problème, mais je vois pas du tout ce que c'est. Moi, c'était pareil, tu vois, parce que moi, je pouvais l'emmener, les autres, ils hennissaient comme pas possible à l'appeler, mais elle, rien à carrer. Vraiment, vraiment aucune considération pour les autres, quoi. Les pauvres qui l'appelaient désespérément, elle, franchement, rien à faire. Hein. Donc, si tu veux, je me retrouvais à me dire, bon, je peux pas la mettre en paddock, je peux pas la mettre avec d'autres, puisque, en fait, quand elle prend une crise de panique, en fait, elle déglingue vraiment tout ce qui est sur son passage. Il y a, voilà. Et puis là, tu te mets quand même en question, parce qu'elle a quand même foncé dans les clôtures, dans la maison. Est-ce que, en fait, l'épisode avec le chien qui a mené au genou écorché, est-ce qu'on n'était pas déjà un peu là-dedans est-ce qu'elle a... Enfin, clairement, parce que, en fait, du coup, j'ai reparlé après l'accident de la maison. En gros, j'ai reparlé avec la gérante en lui disant, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, exactement? Parce que vous m'avez dit qu'elle est passée à travers une clôture, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et en fait, elle m'a expliqué que le chien avait aboyé, sauté et fait peur. Et en fait, le troupeau est parti dans un sens et Java est parti dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'a pas vu le groupe. Elle est passée à travers une clôture dans un sens et elle est repassée dans l'autre sens à travers la clôture en tuya et tout. Donc, c'est vraiment... C'était pas la clôture où tu voyais derrière. C'était vraiment comme un mur avec des tuyas et tout. Donc, faut quand même en vouloir. Oui, c'était pas les chevaux. Enfin, il y a quand même des chevaux où des fois, quand c'est juste un fil... qui, entre guillemets, le voient au dernier moment et ils arrivent pas à freiner et ils passent le fil. Mais là, si tu veux, ça, oui, instinctivement, pour un cheval, ça ressemble à un mur, donc instinctivement, il ira vers une autre direction où il verra plus, quoi, tu vois. Donc déjà, là, ça me fait tiquer en me disant, bon, d'accord, en fait, ça se trouve, c'est pas depuis la maison ou quoi, enfin, juste avant qu'elle était aveugle, quoi. Ça se trouve, ça a fait un moment, mais comme nous, on a tellement nos habitudes et que Java me fait confiance, entre guillemets, c'est peut-être jamais franchement ressorti ou d'un coup, quoi. Oui, et puis là, te pose la question quand même de dire, où c'est que je vais la mettre? Parce que si dans des états, si, entre guillemets, juste un vélo, ça la met dans un état tel qu'elle fonce dans une maison, dans un paddock,
elle va repasser la clôture. C'est ça. Puis là, on est dans des états vraiment, c'est pas la petite peur, quoi. C'est vraiment de la C'est ça. panique. C'est-à-dire que le cerveau n'est plus connecté, quoi. C'est vraiment, fuyons, horriblement fuyons, quoi. C'est sauve ma vie, vraiment, c'est. Alors que Java, voilà. Quand on écoute là toute l'histoire, un peu, c'est vraiment le cheval assurance vie. Je pouvais partir toute seule en balade. Enfin, je pouvais partir de nuit en balade. Enfin, j'ai tout fait avec cette jument. Elle n'a jamais eu peur. Elle partait devant en balade. Elle pouvait être derrière. Enfin, vraiment, c'était le cheval le plus sûr du monde. Et là, je me retrouve avec ma jument qui est terrorisée, mais vraiment terrorisée à chaque fois que je sors du box parce que moi, je continue d'aller la voir matin et soir pour qu'elle sorte, pour quand même la faire marcher un peu. Donc, je vais dans le manège pour essayer de me mettre dans un endroit le plus sécurisé possible, ou me dire comment... En tout cas, elle n'est pas dangereuse pour d'autres personnes. Elle ne sortira pas et ne cassera pas tout, quoi. Voilà. Elle passera pas dans une baie vitrée ou face à une voiture. C'est contrôlé. C'est un environnement contrôlé, quoi, en gros, à peu près le mieux possible. Et du coup, je me rends compte que rien que du box jusqu'au manège où il y a 20 mètres, c'est une épreuve. Mais c'est une épreuve, c'est-à-dire que les gens qui sont là essaient de pas trop faire de bruit parce que dès qu'elle entend un bruit, elle se met debout, elle se jette sur moi, enfin parce qu'elle ne me voit pas, donc elle se jette dans mes bras parce qu'elle m'entend parler, donc elle essaie d'être sur moi, quoi, en fait, vraiment en mode j'ai peur, je me rapproche parce que tu vois, même s'il y a du bruit du côté où j'étais, en fait, elle allait rester collée sur moi, elle allait pas s'écarter du bruit, elle était collée sur moi, elle me sentait, quoi. Et du coup, dès que j'étais dans le manège, alors je faisais des tests, hein, tu vois, dans le manège, j'essayais de la laisser marcher en longe sans toucher à la longe, je lui mettais des cônes, voir si tu vois juste si elle allait les voir ou si elle allait rentrer dedans, ou tu vois, ce genre de truc. Et en fait, je voyais bien qu'elle rentrait dans les cônes, si je l'arrêtais pas, elle rentrait dans les murs, enfin voilà. Et il y a 2-3 fois où j'ai failli clairement limite avoir un accident parce que y a un chat qui a surgi dans le manège, elle m'a sauté dans les bras, quoi. Elle m'a clairement sauté dans les bras. Un chat qui saute et qui fait pof sur le sable. C'est ça. Elle paniquait, quoi. Elle m'a sauté littéralement dans les bras et là où c'est là où je me suis dit, ok, là on arrive. Là tu te rends compte en fait. Ouais. Tu te rends compte que ta jument est dangereuse pour elle parce qu'elle est au point de foncer dans une maison. C'est ça. Et qu'elle devient aussi dangereuse pour toi et pour les autres personnes de l'écurie parce que je pense que du coup il y a plus que toi qui la sors. Ah oui, non, mais c'est interdiction pour les autres de faire quoi que ce soit. Même la dame, la gérante qui fait son box, elle l'attache dehors, mais elle lui parle tout le long qu'elle fait le box. Ouais, voilà. Elle fait ce qu'elle peut, mais tu sens bien que ça va pas. Et puis je vois que en fait, plus je la marche dans le manège, et plus en fait, je la sens douloureuse parce que je vois son faciès vraiment, tu vois, qui plisse les yeux, le nez vraiment, toute la bouche, toutes les zones vraiment très très figé, tout l'arrière des flancs complètement creusé et figé, ou quand tu touches c'est du béton armé, enfin tu sens que ça va pas, quoi. Clairement ça. Oui, tu vois ta jument qui décline. Oui, et qui souffre. Avoir, en fait, et qui souffre sans avoir de solution en fait à lui proposer. Non, et du coup, c'est là aussi où ce qui m'a traumatisé le plus, du coup, c'est l'accompagnement vétérinaire, parce que du coup, la personne que j'ai eue, malheureusement, n'était pas du tout dans l'écoute et dans la compassion. Vraiment, ça a été super violent à vivre parce que déjà, le mec ne prenait pas en compte que j'étais une professionnelle, le mec ne prenait pas en compte que je connaissais mon cheval depuis plus de 16 ans, et il ne prenait pas en compte du coup ce que je pouvais lui dire sur ma jument, en fait. Et du coup, il me regardait en me disant oh mais non, ça va, enfin je veux dire, elle vit dans un appartement, hein, dans un box, c'est comme un appartement. Et moi, comportementaliste, tu vois, je le regardais en mode bah non, en fait, ça n'a rien à voir. Si vous voyez ça comme ça, c'est quand même triste un petit peu là à notre époque, quoi. Et puis alors là, on est en 2023, si vous n'avez pas été confiné dans un appartement et que vous n'êtes pas devenu taré à être confiné dans un appartement, voilà. Donc vous avez loupé les 3 dernières années de votre vie, en fait. C'est un peu ça. Donc je lui ai dit ouais non, pas un appartement, des chiottes tout au plus, hein. C'est ça. Non mais puis j'étais violente. Au bout d'un moment, j'ai dit ouais non, des chiottes tout au plus, hein. J'ai dit vous allez pas me faire croire que là elle est dans un loft grand luxe. Enfin arrêtez, quoi. Au bout d'un moment, faut stopper ça. J'ai dit, moi, je vois qu'elle souffre. Lui, il me maintient que, oh non, mais elle a l'estomac un peu contracté, mais c'est pas non plus. Enfin, je lui dis, non, mais attendez, regardez sa tête, regardez tout, quoi. Je veux dire, même quand elle respirait, tu vois, la respiration était de plus en plus difficile. On sentait que
on sentait la douleur, quoi. Enfin, il y avait pas, là, il y avait même pas besoin d'être comportementaliste, je pense, pour voir un cheval qui n'allait pas bien, en fait. Et du coup, je commence à voir avec lui quelles options j'ai, qu'est-ce qu'il y a, parce que je me rends compte qu'en fait, plus ça va, plus c'est pire, et je me rends compte que ma jument décline et que là, en fait, on est dans un cercle vicieux parce que plus le temps avance, plus elle est terrorisée par tout ce qui se passe. Et là, je me dis, la seule décision qui me vient, c'est potentiellement l'euthanasie, parce qu'en fait, je refuse de faire vivre ma jument encore des années ou quoi comme ça. Parce que là, la douleur se lisait sur son visage. Quand j'y allais, en fait, je passais mon temps à marcher en pleurant parce que je voyais qu'elle était mal, qu'elle allait pas bien, que tu pouvais donner. Forcément, elle était sous antibio, sous anti-inflammatoire, sur tout ce que vous voulez. Hein. Elle a tout eu et ça n'a rien fait, en fait, clairement. J'ai même des amis qui faisaient, tu vois, qui avaient suivi des trucs de shiatsu, qui étaient en début de trucs, qui essayaient, tu vois, de faire des petites choses pour juste l'aider, ou tu vois, moi en massage, mais là, t'étais dans un tel stade, c'est pas, voilà, faut pas déconner, on est sur du veto plus et encore. Et puis même du veto plus, un animal aveugle, tu ne peux pas lui rendre la vue. Non, on est sur du palliatif, très clairement. Voilà, on est sur du palliatif, même si la perte de vision avait été due à une bactérie et donc potentiellement en mettant sous antibiotiques, on aurait éliminé la bactérie. Mais ça fait des mois qu'elle est là, voilà. Elle aurait fait des dégâts. Enfin, pas se voiler la face, tu pouvais pas lui rendre, rien ne peut lui rendre sa vue. C'est ça. Puis ça devenait très dur parce que ma famille aussi, mon conjoint et ma mère refusaient de me laisser y aller seule, parce que s'il y avait un accident ou quoi et que j'étais seule dans le manège, c'est pareil, on ne sait pas. Enfin, tu vois, elle me rentre dedans, elle m'assomme, elle me piétine sans le faire exprès. Enfin, tu vois, il peut arriver n'importe quoi. Donc tout le monde essayait, tu vois, de venir à tour de rôle avec moi pour qu'on soit toujours deux au moins, quoi. Enfin bref, et tout ça a duré 2 mois, hein, non-stop, donc ça a été très long. Et j'ai finalement pris la décision de l'euthanasie parce que pour moi, c'était une libération pour mon cheval, en fait. Comme tu disais, si tu veux, t'arrives à un stade où à plus de 30 ans de vie, où j'ai essayé de lui offrir le meilleur, puisqu'elle a toujours vécu dehors avec des copains, elle a jamais eu un rythme horriblement lourd. Oui. Tu vois, elle a toujours vraiment vécu une vie plutôt chouette, je pense, et j'espère du moins. Et du coup, j'ai dit non, je refuse que ma jument finisse des années comme ça, cloisonnée entre 4 murs, à souffrir le martyre et en fait à ne plus pouvoir sortir, à ne plus pouvoir rien faire, renifler l'herbe, parce que je pouvais même pas aller la faire brouter. En fait, j'ai essayé 2-3 fois de la faire brouter en longe. J'ai dit, vas-y, Émilie, mets ta vie en danger, hein, tout va bien, c'est pas grave. Mais ça a été très, très, très dangereux. Et en fait, je suis rentrée au bout de 10 minutes parce qu'elle commençait à tellement monter en pression que du coup, c'était pas possible. En fait, ça devenait ingérable. Donc j'ai dit, bon, tant pis, stop, on arrête. Et en fait, le veto m'a regardé droit dans les yeux avec mon cheval qui était les yeux clos, la tête basse, en train de respirer de façon difficile et qui avait les flancs complètement contractés et tout. Il m'a regardé, il dit, non, mais je veux pas tuer un cheval qui va bien, madame, en fait. Et là, j'ai pris ça en pleine tête et je me suis dit, alors déjà, heureusement qu'il y avait une amie avec moi. Parce que vraiment, là, je l'ai regardé elle, j'ai fait, je te laisse parler avec lui parce que là, je vais pas gérer. Je vais péter un câble, en fait, très clairement, je vais pas gérer. Je vais devenir violente ou quoi, mais là, c'est pas possible. Parce que le mec était en train limite de me dire que je voulais tuer mon cheval, quoi, en fait, alors que là, enfin, voilà. Bref. Et puis, tu voulais la tuer gratuitement, quoi. Oui, voilà. Sans raison. Que je voulais m'en débarrasser très clairement après les 2 mois où j'y allais constamment. Enfin, bref. C'était scandaleux. Du coup, ah oui, il y a eu un jour, en fait, parce que du coup, faut comprendre qu'il y a quand même toujours cette histoire de point de suture parce qu'il y a quand même une assurance derrière. Donc, avec l'histoire du chien. D'accord. Sur le premier incident, forcément. Donc en fait, l'histoire d'assurance est entre la propriétaire du chien et toi. Voilà, le tout premier accident, hein. Et il y a une autre assurance, du coup, avec la maison. Donc, tu vois, génial. En même temps, t'as ça qui se joue, c'est super. C'est, voilà. Ah bah oui, parce qu'elle a foncé dans la maison, elle a défoncé la terrasse. C'est ça. Vous avez fait jouer les assurances. Voilà. Mais on est d'accord, là, elle n'est plus... Enfin, à 30 ans, elle est plus assurée chez Cheval Assure. Oh, mais là, ouais, non.
On parle plus d'une assurance santé, on parle d'une assurance responsabilité civile de propriétaire dès qu'il est. Oui. Exactement. Ça fait partie des choses, tu vois, quand t'es jeune aussi, c'est bête, hein, mais j'ai jamais pris d'assurance pour Java parce qu'à l'époque, on n'en entendait pas franchement parler quand moi j'avais 15 ans, du moins, et puis moi, à 15 ans, cuicui les petits oiseaux. Donc c'est pas à ça que tu penses. Bon, de toute façon, aucune assurance ne te l'aurait gardé. Non, pas après borgne, machin. Non, je pense qu'il se serait dit non, mais faut pas déconner, madame. Aucune assurance. Le cheval de plus de 20 ans, tu galères déjà quand ils ont plus de 15 ans. C'est ça. Donc non, voilà. Donc oui, non, on parle de responsabilité civile. Mais donc du coup, le veto, alors le truc qui m'a fait péter un plomb aussi, c'est qu'un jour, j'arrive et je parle à la gérante, elle me dit, bah oui, le veto est passé hier. Et du coup, je lui dis, mais comment ça, il est passé hier ? Elle me fait, bah oui. Mais elle m'a dit, j'ai trouvé ça étonnant parce que nous, on n'était pas sur la structure parce qu'on avait un événement et je lui avais dit. Et puis, mais bon, je pensais que t'étais là. Et je lui dis, non, mais j'étais pas là, en fait. Donc, en fait, j'appelle le gars. Je lui dis, non, mais attendez, vous avez fait quoi, en fait ? Ben, en fait, le mec était venu, il a ouvert le box de ma jument, il est rentré, il a regardé les points de suture, machin et tout, et il s'est barré. Donc, en gros, je l'ai incendié. Mais alors, je pense qu'il n'a jamais pris une trempe comme ça de sa vie parce que je l'ai incendié. Je lui ai dit, non, mais vous ne me prévenez pas. Vous ne prévenez pas la directrice de la pension alors que vous saviez qu'elle n'était pas là. Vous vous permettez de rentrer dans le box de ma jument où je vous dis depuis le début qu'elle est dangereuse. Donc, pour elle, pour tout le monde. Enfin, voilà, que c'est vraiment dangereux de rentrer dans son box et tout. Et lui, il me dit, bah, madame, j'ai un dossier à suivre et à finir. Hein. Moi, à boucler, là, les points de suture, c'est bon. Faut que ça se boucle, quoi. J'en ai marre. Donc, je lui ai dit d'accord, ok. Je lui ai dit bah vous allez me passer votre collègue parce que moi je veux plus avoir affaire à vous, c'est fini en fait. Il m'a dit non. J'ai fait non mais je crois que vous comprenez pas, je ne veux plus avoir affaire à vous. Donnez-moi votre collègue, c'est fini. Et donc le pire dans l'histoire c'est que aussi en fait j'ai le veto qui est venu pour déclarer que la blessure due au point de suture, enfin la blessure qui a été soignée par les points de suture, c'est hyper bien fini, soigné et tout. Les points de suture, il n'y en avait aucun qui avait bougé ou sauté, quoi. Ça s'est très bien fermé. Bon. Tout ça pour que j'euthanasie ma jument quelques semaines plus tard, quoi. Donc, et ce veto, du coup, je le remercierai lui jamais assez parce que c'est lui qui m'a aidé à accompagner ma jument jusqu'au bout et qu'il a été d'une douceur et d'un accompagnement, d'une compassion qui ont été hyper importantes dans ce moment-là, quoi, du moins. Mm-hmm. Parce que en plus, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce qu'ils nous préviennent juste avant de faire les piqûres, c'est qu'en fait, l'animal peut très mal réagir à certaines piqûres et devenir un peu fou et en fait se jeter dans les murs, etc. Donc déjà que c'est un moment violent à vivre, moi quand il m'a dit ça, je me suis dit voilà, ok, d'accord. Donc déjà que c'est traumatisant, que ça terrorise, tu te dis mais si en plus je vois ça, enfin. Oui. J'ai fait un épisode, c'est l'épisode 99 sur comment ça se passe, une fin de vie. Mais en fait, la première c'est une anesthésie. C'est ça. Qui va endormir le cheval. Et la deuxième piqûre, qui est douloureuse, c'est celle qui va faire arrêter le cœur. Et c'est vrai que tu as des chevaux qui vont lutter contre la sédation, quoi. C'est ça. Et bon, la chance pour Java, c'est que vraiment, ça s'est fait dans le calme et la douceur. Elle s'est vraiment couchée. Parce qu'en plus, elle savait se coucher. Donc en fait, dès qu'elle a senti, je lui ai demandé limite de se coucher. Elle s'est couchée et elle s'est endormie. Donc, oui, excuse-moi. On va prendre le temps. Ça va, Doudou. J'ai mon chien à côté qui me colle. Maman va bien. Elle a pas l'air, mais ça va. On se doute toujours que c'est difficile, mais en fait, j'étais pas prête à la voir partir comme ça, quoi. En fait, j'ai toujours cru que ça allait se finir comme ça avait commencé, tu vois. Ensemble, tranquille, dans un champ, tu vois. Truc tout bête. Donc c'est vrai que après j'étais en accord avec ma décision parce que pour moi c'était une libération même pour elle, mais c'était tellement bizarre de voir son corps sans vie comme ça après 16 ans 16 ans de partage que du coup
Je crois que les gens se rendent pas compte, ça a été le deuil le plus dur de toute ma vie. Même si j'ai perdu des gens, et je sais que pour certaines personnes, c'est un peu violent et pas très compréhensible ce que je suis en train de dire, mais ça a été le pire deuil que j'ai jamais eu à vivre. Parce que l'absence qu'elle a laissée, c'était fou, quoi. Oui, et puis tu y allais très très régulièrement, enfin, 13 ans de vie. Oui, et puis comme je te disais, tu sais, quand t'es ado, t'as tellement de choses qui se passent dans ta tête, ou c'est des périodes difficiles, on les vit tous. Et moi, ça a été tellement mon ancrage, c'était, tu vois, mon endroit où je posais le cerveau, c'était avec elle et tout. Et en fait, plus que de perdre Java, j'avais l'impression de perdre vraiment ça, tu vois. Cet endroit sécurisant, cet endroit rassurant où je pouvais être moi, où je pouvais être tranquille, où j'avais pas à penser au reste. Que du coup, c'est tout ça que j'ai perdu en même temps. Et ça a été hyper violent parce qu'en plus, ben, malheureusement, les gens, ils peuvent pas comprendre. D'autant plus, les gens ont du mal à comprendre si c'est un animal. C'est, pour beaucoup de gens, c'est lunaire. Si tu veux, quand tu parles de ça, ils te regardent. Enfin, je veux dire, moi, il y a un assureur, j'ai eu le rendez-vous juste quelques semaines après que je l'ai perdu. Il m'a dit, bon, bah, faut en prendre un autre. Et, du coup, je t'avoue que devant tout le monde, c'est sorti plus vite que moi. J'ai fait, vous, si votre mère disparaît, vous la remplacez comme ça. Et en fait, ça a mis un blanc. Il s'est rendu compte de ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, pardon, je suis désolée. Je fais oui, parce que c'était très, très déplacé de votre part. En fait, vous ne savez pas l'importance qu'a eu cet animal dans ma vie. Donc maintenant, je ne vous permets pas, en fait, de parler d'elle en ces termes. Donc taisez-vous. Et les gens m'ont regardé en mode, bon, ben, on va partir sur autre chose. Ouais, on va faire autre chose. Ouais, on va partir sur autre chose. Ouais, on va partir sur autre chose. Regardez, c'est ça. Mais du coup, et je tenais juste à dire merci à une société, c'est Orsia. Parce que moi, j'ai fait intervenir Orsia. Ouais. Et ça a été les seuls qui ont eu une considération incroyable. Enfin, je veux dire, du téléphone, enfin, du rendez-vous au téléphone, toutes les étapes. Ça a été des gens vraiment extrêmement compatissant dans l'écoute, tu vois, la dame tout de suite elle m'a demandé au téléphone comment s'appelait mon cheval, tu vois, et elle a parlé, elle a pas dit le cheval ou votre cheval, elle a dit Java tout le long de la conversation. Enfin, vraiment c'était important, tu vois, c'est pas comme on va dire les haras où quand j'ai envoyé le carnet, que j'ai reçu le carnet puisque je voulais garder son carnet, ils m'ont envoyé un carnet avec un gros tampon marqué cheval mort en rouge. Ouais. Où tu t'es dit, ça aurait pu au moins mettre décédé, tu vois, pas mort comme ça, je ne sais pas, bref. Oui, vous auriez pu mettre carnet annulé. Oui, voilà. Il y a plein de choses à mettre, tu vois. Enfin, carnet non valide, cheval comme tu dis. C'est ça. Non, moi j'ai rouvert l'enveloppe, ça m'a remis une claque en mode allez, vas-y, c'est reparti. Et bref, je sais qu'Orsia, c'est très cher, c'est un service, voilà. Mais j'estime que honnêtement, ça valait le service que j'ai eu en fait. Et j'étais contente de pouvoir offrir ça à ma jument, en gros. Oui, et puis Orsia, c'est vrai que c'est un budget, mais il y a plusieurs avantages. Il y a, comme tu dis, il y a l'écoute. Ils font ça de manière très humaine. Après, c'est un aspect plus technique, mais ils interviennent vite. Ah oui, ben moi en plus, comme bon, l'euthanasie, entre guillemets, bon, moi c'est assez particulier dans le sens où l'euthanasie a été orchestrée, entre guillemets. Souvent, c'est vrai que chez les chevaux, l'euthanasie, c'est sur le moment parce qu'il faut prendre une décision vite et que voilà. Oui. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir organiser. Donc, du coup, oui, ils sont arrivés dans les 3 heures, 4 heures, 5 heures après l'euthanasie. Ouais, ça a été très, très vite puisque l'euthanasie était prévue à telle heure. Donc, après, en fait, j'ai fait en sorte, parce que comme c'était dans le manège, vu qu'on pouvait aller nulle part ailleurs, vu qu'elle avait peur de partout. Oui. Et comme lui, il avait peur, forcément des réactions, des mauvaises réactions à la sédation, on pouvait pas la laisser dans le box. Voilà, donc du coup, on était dans le manège, donc j'avais pas non plus envie que les autres propriétaires de l'écurie, arrivent et voilà. Et bloquer, on va dire, le manège, parce qu'en plus, il faisait quand même chaud, enfin, il faisait encore chaud pour l'époque et tout, donc le but, c'était pas non plus de laisser son corps comme ça. Enfin, bref, je voulais pas qu'on la déplace en camion, enfin, je voulais, voilà, tout ça, ça me...
voilà, c'était trop pour moi. Et du coup, ils sont venus vraiment, oui, dans l'après-midi même. Et puis bon, moi j'étais pas là parce que je voulais pas être là pour l'enlèvement de son corps, mais du coup, la gérante, elle m'a dit non mais c'était fou parce qu'ils ont vraiment un van blanc entièrement, enfin, tu vois, tout propre où il y a un treuil. Elle m'a dit je suis restée à l'extérieur, mais elle m'a dit j'ai rien entendu, enfin il y avait pas un bruit, ça a été vraiment en discrétion. Il a mis le vent, il a mis le corps dedans, il a fermé, il est parti quoi. Donc, Et puis, on a totalement le droit de pas être là. oui, ouais. Enfin, comme toi, je veux dire, on a totalement le droit à un moment donné de dire, même pour l'euthanasie, de dire bah non, en fait, moi je veux pas. Non, c'est trop dur, ouais. Et je sais que Orsia, j'ai aussi eu des retours où quand ils font monter le cheval dans le vent, enfin quand ils montent le cheval dans le vent, où ils prennent le temps, Oui. ils attendent si le propriétaire a besoin de temps, enfin ils sont... Oui, non, franchement, Ouais. c'est, tu vois, même là, pour moi, le veto, moi, là où je dis qu'il m'a accompagné, c'est que juste après, il m'a dit, vous avez fait le bon choix, n'en doutez jamais. Et tu vois, c'est stupide, hein, mais c'est quelques mots où tu te dis merci, Bah non. monsieur, en fait. Merci. Merci. Après tout ce que j'avais vécu là-dessus, merci, quoi. Donc, Bah, en fait, on reste humain, on a quand même besoin à un moment donné de la validation d'autres. ouais. On a besoin de la validation du groupe, donc d'avoir un professionnel qui te dit bah oui, en fait, je valide votre choix. C'est Ouais. bizarre. Même si là, j'avoue qu'honnêtement, enfin, j'ai beaucoup de. Oui, j'ai beaucoup d'intuition en général dans la vie et j'ai toujours aussi, enfin, on le sait tous ce lien qu'on a avec nos animaux, on le sent quoi. Et moi, je savais que là, c'était le moment et aussi j'ai pris la chance de me dire, j'ai eu la chance de lui dire au revoir, j'ai eu la chance de prendre du temps avec elle avant Ouais. qu'elle parte. J'ai pas été dans l'urgence de prendre une décision, dans le stress, dans l'horreur un peu de prendre une décision dans l'urgence et de me sentir Bah, quand il y a des ouais, c'est accidents, ça, tu vois. Et de te sentir oppressé par l'urgence parce que tu dois prendre une décision. Là, voilà, Oui. ça a été réfléchi, discuté, etc. Donc, pour moi, j'ai eu la chance d'avoir ça aussi. non mais oui, parce que c'est vrai qu'il y en a où c'est des accidents. Alors, je sais pas. Un accident, des fois, t'as pas le choix non plus. Oui, non, non, mais Quand on dit il y a une fracture, quand on dit qu'il y a une fracture, elle Mm. est irréparable. non, mais c'est ça. Bon, Mais là, j'avoue que voilà, je voyais ce côté-là où je me disais, écoute, franchement, bah toi ouais, aussi. Elle est aveugle, c'était irréparable, elle a 32 ans, je peux pas c'est la... ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir tout ce moment de départ, que ça se soit passé dans le calme absolu. Enfin, voilà, tu vois, il y a ça aussi où je me dis, elle a eu un beau départ dans le calme, dans la sérénité, entourée de gens qui l'aimaient. Et puis, c'est pas beaucoup d'animaux aussi qui Mm. peuvent avoir ça, en fait, comme fin. Donc, pour moi, c'était dans le mieux possible, quoi. Ouais, oui. Nous, humains, on peut pas. Hein. Non, non, c'est horrible, hein, quand même. C'est affreux, Alors qu'en hein. plus, on pourrait choisir pour nous-mêmes, parce que bon, les animaux en soi, en plus, ils peuvent pas dire ah bah si, moi j'aimerais bien, voilà, en finir s'il vous plaît. Nous, on peut en parler, on peut le dire. Moi, j'aimerais bien le camion blanc de... voilà, et nous, on pourrait en parler, on pourrait le dire, on pourrait donner notre avis, mais non, 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 mais non, on va continuer, hein, on va s'acharner un peu, hein, s'il vous plaît, oui. Voilà. Non, donc c'était une solution, c'est la solution la plus humaine que t'as choisie. Je pense. En tout cas, j'ai toujours été en accord avec ça et pour moi aussi, c'est ce qui comptait le plus. Je me suis dit, voilà, je suis en accord, j'ai pas de regrets, j'ai pas de... On a vécu une si belle aventure ensemble, ça se termine du mieux qu'on a pu pour elle. Et, Ouais. et voilà, du coup. C'est pas comme je l'avais imaginé, mais ça c'est bien. C'est ça, c'est ça. On fait avec ce qu'on nous donne, en fait. C'est pas comme je l'avais voulu, mais bon. Est-ce que c'est toujours comme on veut? Ben non, mais on prend au mieux de la situation qui nous étonnait, quoi. Pfiou. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. On arrive à la fin de cette première partie de l'enregistrement avec Émilie, où elle nous a parlé de Java. Et ben, je te l'ai dit au début, c'était... Franchement, je ne pensais pas qu'Émilie, tu me parlerais de ça. Mais merci beaucoup de l'avoir fait. Merci énormément de l'avoir fait. Et du coup, la semaine prochaine,
il y aura la deuxième partie de cet enregistrement qui sortira sur un nouvel épisode de podcast. Et c'était le sujet qui m'intéressait de base, on va dire, c'est comment est-ce qu'on fait quand son premier cheval meurt pour en reprendre un deuxième, en fait. Comment on fait après le départ de notre cheval de cœur, de notre cheval de notre vie, enfin, comment ça se passe ensuite. Et merci beaucoup, Émilie, d'avoir accepté d'enregistrer tout cet enregistrement et ce second épisode. C'est un épisode qui va être aussi enrichissant que celui-là. Donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode avec Émilie au sujet de après notre cheval de cœur, comment ça se passe. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.